Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Tout d'abord, nous allons définir une transformation non totale. En effet, comparer l'avancement final XF et l'avancement maximal Xmax permet de distinguer les transformations totales et non totales. Dans le cas d'une transformation non totale à l'état final, les quantités des espèces N ne varient plus et notamment tous les réactifs et tous les produits coexistent. L'état final est appelé état d'équilibre chimique. Lors d'une transformation non totale, les réactifs réagissent entre eux pour former les produits et simultanément les produits réagissent pour former les réactifs. Une transformation non totale est modélisée par une réaction ou plutôt deux réactions opposées l'une de l'autre. L'équation s'écrit avec des doubles flèches. Pour non total, alors qu'une réaction totale s'écrit avec une seule flèche. Dans l'équation de la réaction, les coefficients stoichiométriques permettent la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Passons maintenant à la notion d'équilibre dynamique. À l'échelle microscopique, lorsque l'état d'équilibre est atteint, les nombres moyens des chocs efficaces par unité de temps entre entités réactives d'une part et entre entités produites d'autre part sont égaux. À l'échelle macroscopique, l'état du système à l'équilibre semble ne plus évoluer, car la vitesse d'apparition de toutes les espèces chimiques intervenant dans l'équation de la réaction est égale à la vitesse de disparition. Un état d'équilibre chimique est qualifié d'équilibre dynamique. On peut représenter ceci par un graphique qui représente la vitesse de disparition d'un côté et la vitesse d'apparition de l'autre côté par rapport au temps. Et on constate que nous avons ces deux courbes qui se rejoignent en une ligne et donc la vitesse de disparition est égale à la vitesse d'apparition, d'où l'état d'équilibre chimique qualifié de dynamique. Nous pouvons aussi parler un peu du taux d'avancement final. Notez taux qui a pour valeur 1 si la transformation est totale ou qui est inférieure à 1 si elle est non totale. Et bien sûr supérieure à 0. Et ce taux se calcule comme étant le quotient de XF qui est toujours plus petit que X max. Désormais, passons à l'évolution spontanée d'un système. Dans la synthèse, il existe plusieurs étapes, dont 3 qu'on utilise souvent. La première qui est la transformation chimique, c'est-à-dire la réaction entre les réactifs pour produire le produit. Puis deuxièmement, nous avons la cristallisation et l'extraction du produit. Donc les produits se forment et on les extracte. Et finalement, nous avons l'identification du produit qui nous permet de déterminer grâce à une valeur physique sa nature. En parlant d'évolution de système, on peut parler de quotient de réaction. Donc soit une réaction chimique en solution aqueuse d'équation AA plus BB qui donne CC plus DD. Le quotient de réaction caractérise le système chimique dans son état donné. Par convention, l'eau solvant n'intervient pas dans l'écriture du quotient de réaction, même si elle figure dans l'équation de la réaction. Il en est de même pour une espèce solide non miscible. Donc, l'eau solvant est solide
non miscibles sont à exclure de l'équation ou du calcul du quotient de réaction. L'eau n'est pas toujours le solvant, toutefois. Lors de synthèse en chimie organique, elle peut en effet jouer le rôle de réactif ou de produit. Dans ce cas, elle figure dans l'expression de QR, qui est égale au produit des concentrations des produits sur celui des réactifs. À l'état d'équilibre, le quotient de réaction QR équilibre est associé à une équation de réaction et est indépendante de la composition initiale du système. Cette grandeur ne dépend que de la température. Si la constante d'équilibre est très grande, donc QR équilibre est égal à la constante d'équilibre, et donc si K est très grand, soit supérieur à 10 000 notamment, alors la transformation est considérée comme totale. Si la disparition d'un réactif intervient alors que la valeur du quotient de réaction QR n'a pas atteint Q, ou K plutôt, alors la réaction est totale. Donc si réactif disparaît avec QR plus petit que K, alors total. On appelle K constante d'équilibre sans unité. Tout système chimique hors équilibre évolue spontanément vers un état d'équilibre. On peut représenter ceci par un schéma avec K au milieu, QR I inférieur à K et QR I supérieur à K. Si QR est supérieur à K, alors le sens d'évolution est le sens inverse, alors que si QRI est inférieur à K, alors c'est le sens direct. Dans une équation, la flèche du haut signifie sens direct et la flèche du bas signifie sens inverse. Et donc à une température donnée, la comparaison du quotient de réaction dans un état initial à la constante d'équilibre permet de prévoir le sens d'évolution spontanée du système. Passons maintenant au transfert spontané d'électrons. Une transformation spontanée, modélisée par une réaction d'oxydoréduction, s'accompagne d'un transfert d'électrons. Ce transfert est direct si l'oxydant et le réducteur sont en contact. Donc par exemple, si nous avons le zinc et le cuivre 2, alors c'est un transfert direct, ou par un circuit extérieur si les réactifs ne sont pas en contact. Le système se comporte alors comme un générateur ou une pile. La pile est constituée de deux compartiments distincts appelés demi-piles, contenant chacun un couple oxydant-réducteur, généralement du type Mn+Aq et Ms. Les deux compartiments sont reliés par un pont salin. La plaque métallique Ms est appelée électrode. À la cathode, il se produit une réduction. La cathode, dans ce cas, c'est le cuivre 2+, alors qu'à l'anode, il se produit une oxydation. Une pile convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Si dans un couple le réducteur n'est pas métallique, pour assurer la conduction électrique et former une demi-pile, une électrode inerte en platine ou en carbone doit être ajoutée. Quel est le fonctionnement d'une pile ? Eh bien, la mesure de la tension bande de la pile permet d'en déterminer la polarité. Cette tension est appelée tension à vide. Si la tension est négative, alors les électrons se déplacent de la borne
reliée à V jusqu'à la borne reliée à COM et inversement. Donc à l'extérieur de la pile, le courant électrique est un déplacement d'ensemble des électrons qui circulent de la borne négative vers la borne positive. Dans les solutions, la conduction électrique est assurée par les ions. Le sens conventionnel du courant est inverse de celui des électrons. À la borne négative, des électrons sont cédés par le réducteur métallique. La réaction électrochimique est une oxydation. À la borne positive, des électrons sont captés par l'oxydant. La réaction électrochimique est une réduction. L'équation de la réaction de fonctionnement de la pile est établie en combinant les deux réactions électrochimiques aux électrodes. Si la tension affichée sur le voltmètre est positive, alors l'électrode reliée à la borne V du voltmètre est positive. Et si la tension affichée sur le voltmètre est négative, alors l'électrode reliée à la borne V du voltmètre est négative. Quel est le rôle du pont salin ? Eh bien, ce dernier contient généralement une solution aqueuse ionique, gélifiée. Il relie les deux demi-piles et a pour fonction de fermer le circuit et aussi d'assurer la circulation du courant, mais surtout d'assurer la neutralité électrique des solutions. Une pile qui débite est un système hors état d'équilibre. Donc une pile fonctionnelle a un quotient de réaction différent de la constante d'équilibre. Une pile usée qui ne débite pas de courant est un système à l'état d'équilibre, QR égale K. Pour adapter la pile à l'usage souhaité, il convient d'évaluer sa capacité électrique Qmax. Cette dernière est la charge électrique maximale que la pile peut débiter durant toute sa durée de vie. La quantité maximale N E-max, qui est la quantité maximale d'électrons échangés en mol, se détermine à partir de la quantité de réactifs limitants. Donc nous avons des formules pour calculer Qmax. La première, c'est le produit de l'intensité du courant délivré avec la durée de temps. Le deuxième, c'est le produit de la quantité maximale d'électrons échangés, N d'électrons max, fois la charge d'une mole d'électrons F, qui est en coulombs. Et enfin, la dernière formule, c'est N de E moins max en mol fois Na, qui est en mol moins 1, qui est la constante d'Avogadro, fois la charge élémentaire en coulombs. Charge élémentaire notée E. Et les valeurs de la charge d'une mole d'électrons F ou de la charge élémentaire E ou le nombre, la constante d'Avogadro seront données dans l'exercice. Enfin, pour optimiser les piles, il convient de choisir comme électrode des métaux très cédant facilement des électrons. Les métaux dont les éléments appartiennent aux colonnes 1 et 2 du tableau périodique sont très réducteurs, car ils perdent facilement un ou deux électrons pour atteindre la configuration électronique de valence d'un gaz noble. Le dihydrogène H2 ou les autres métaux sont aussi des bons réducteurs. Un bon oxydant est une espèce chimique capable de capter facilement des électrons. Quelques oxydants à connaître sont O2, donc le dioxygène, ClO-, l'ion hypochlorite, Cl2, le dichlore, et l'acide ascorbique, soit les vitamines C, qu'on retrouve notamment dans des citrons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.